Après 8 ans de mariage, mon mari a trouvé son grand amour. Il dit qu'elle est simple et n'aime pas l'argent. J'ai simplement ri, j'ai appelé mon assistante et j'ai dit, bloquer ses cartes, annuler les médicaments de sa mère et changer les serrures de la maison. Mon mari m'a regardé droit dans les yeux et a dit, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aime pour moi, pas pour ce que j'ai. Je me souviens du son exact du lave-vaisselle qui tournait derrière moi quand Daniel a prononcé ces mots. C'était un mardi soir de mars, le genre de soirée ordinaire où rien ne semble différent de l'extérieur. Les lumières de la cuisine étaient chaudes, les assiettes du dîner étaient encore sur le comptoir, et mon agenda était ouvert à côté de mon ordinateur portable parce que j'avais un appel client de prévu pour le lendemain matin. Mais en moins de 5 minutes, tout mon mariage a changé. Je suis Rebecca Lawson. J'avais 42 ans quand c'est arrivé. Et je vivais à Carmel, dans l'Indiana, dans un quartier où les gens se saluaient de la main en promenant leurs chiens, et où tout le monde savait quelle maison avait les meilleures décorations de Noël. J'étais marié à Daniel depuis 8 ans. 8 ans. Assez longtemps pour savoir comment il prenait son café. Assez longtemps pour savoir qu'il détestait les restaurants bondés, mais qu'il adorait s'asseoir sur une terrasse tranquille. Assez longtemps pour reconnaître quand il était stressé juste à la façon dont il posait ses clés sur le comptoir de la cuisine. Et ce soir-là, j'ai su que quelque chose n'allait pas avant même qu'il ne parle. Il n'était pas en colère. Cela aurait été plus facile. Il était calme. Trop calme. Daniel s'est assis en face de moi à l'îlot de cuisine et a joint ses mains. « Rebecca, je dois te dire quelque chose. » Je l'ai regardé et j'ai attendu. Habituellement, quand quelqu'un prononce cette phrase, vous savez déjà que la conversation ne va pas bien se terminer. J'ai rencontré quelqu'un. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que je l'avais mal compris. Qu'est-ce que tu veux dire par « j'ai rencontré quelqu'un » ? Il a détourné le regard. Elle s'appelle Emily. Il y a des moments dans la vie où votre esprit essaie de vous protéger. Il ralentit tout. Vous entendez les mots, mais ils ne se connectent pas immédiatement. Emily, une femme dont je n'avais jamais entendu parler. Une femme qui, d'une manière ou d'une autre, était devenue assez importante pour que mon mari s'assoie dans notre cuisine et me dise que notre mariage n'était plus suffisant. Elle est différente, a dit Daniel. Je n'ai pas répondu. Elle est simple. Elle ne se soucie pas de l'argent ou des apparences. Elle m'aime pour qui je suis. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne pouvais pas croire à quel point il avait parfaitement créé une histoire où il était la victime. Pendant des années, Daniel avait profité de tout le confort de la vie que nous avions construite ensemble, la maison à Carmel, les vacances que nous prenions, le nouveau camion qu'il aimait montrer à ses amis, l'épargne retraite confortable pour laquelle nous travaillions. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, ces choses étaient devenues la preuve que j'étais le problème. « Tu t'entends parler ?» ai-je demandé doucement. Daniel a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire que tu es assis dans la maison pour laquelle nous avons travaillé, portant la montre que je t'ai aidé à t'offrir, en me disant que tu as trouvé quelqu'un qui ne se soucie pas de l'argent. Son expression a changé. Pas de la culpabilité, de l'agacement. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Il n'était pas désolé. Il était déçu que je ne réagisse pas comme il s'y attendait. Pendant la majeure partie de notre mariage, j'étais la personne qui arrangeait les choses. Quand la petite entreprise de vente de Daniel a eu des difficultés au début, j'ai aidé à organiser ses finances. Quand il avait des dettes de carte de crédit d'avant notre mariage, nous les avons remboursées ensemble. Quand sa mère, Marilyn, a commencé à avoir du mal à gérer ses médicaments et ses rendez-vous, c'est moi qui ai créé des plannings, appelé les pharmacies et veillé à ce qu'elle ne manque jamais une visite chez le médecin. Je ne faisais pas ces choses parce que je voulais le contrôle. Je les faisais parce que j'aimais ma famille. Du moins, c'est ce que je pensais. Daniel s'est levé de l'îlot. Je n'essaie pas de te faire de mal. Cette phrase m'est restée parce que les gens disent souvent des choses comme ça juste avant de faire exactement ce qui vous blesse. Où vas-tu ? ai-je demandé. J'ai besoin d'espace. Espace. Un autre mot que les gens utilisent quand ils ont déjà pris une décision mais veulent vous faire croire qu'il y a encore une discussion en cours. Il a attrapé un petit sac de voyage à l'étage. Pas une valise, juste un sac. Comme s'il avait planifié cela assez soigneusement pour savoir exactement ce qu'il voulait. Avant de sortir, il s'est arrêté près de la porte d'entrée.
J'espère qu'un jour tu comprendras que l'amour ne concerne pas ce que quelqu'un peut fournir. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé autour de la maison où j'avais passé des années à construire une vie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit, j'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu abandonnes. La porte s'est fermée. Et pour la première fois en 8 ans, j'étais seul dans ma propre maison. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant près d'1 heure. Je n'ai pas appelé mes amis. Je n'ai pas appelé ma sœur. Je n'ai même pas appelé la mère de Daniel. Je suis juste resté là, à fixer l'endroit où il était assis. Une partie de moi voulait croire qu'il y avait eu un malentendu, que demain il rentrerait à la maison et s'excuserait, que l'homme que j'avais épousé était encore quelque part sous tout cela. Mais une autre partie de moi savait que quelque chose avait changé. Parce que Daniel n'est pas parti comme un homme confus. Il est parti comme un homme qui croyait avoir déjà gagné. Le lendemain matin, je suis allé dans mon bureau à domicile à 6h30 du matin, comme je l'avais fait chaque jour de la semaine pendant des années. J'ai fait du café. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai répondu à des courriels, puis j'ai passé un appel téléphonique. Mon assistante, Megan Brox, a décroché à la 2e sonnerie. Bonjour, Rebecca. Tout va bien? J'ai regardé par la fenêtre la rue calme de Carmel. Pendant des années, j'avais protégé Daniel des conséquences parce que je croyais que le mariage signifiait se tenir aux côtés de quelqu'un. Mais se tenir aux côtés de quelqu'un ne signifie pas le laisser vous marcher dessus. Megan, ai-je dit, j'ai besoin que tu m'aides à vérifier l'accès de Daniel à nos comptes et à préparer les papiers. Il y a eu une pause. Quelque chose ne va pas? J'ai pris une profonde inspiration. Oui. J'ai baissé les yeux sur l'alliance encore à ma main. Mon mari a oublié qui a construit cette vie avec lui. Et ce fut le premier matin où j'ai cessé d'essayer de sauver mon mariage et où j'ai commencé à me protéger. Mais je n'avais aucune idée que le plan de Daniel était bien plus grand que de me quitter pour une autre femme. Parce qu'il ne se contentait pas de partir. Il essayait de prendre des morceaux de la vie que j'avais créée avec lui. Et il était sur le point d'apprendre que j'avais été attentive tout ce temps. Pendant les premiers jours après le départ de Daniel, je n'arrêtais pas de m'attendre à ce que quelque chose se passe. Un appel, un message, un coup à la porte, une sorte de signe qu'il était revenu à la réalité. Mais rien ne s'est passé. Au lieu de cela, Daniel semblait déterminé à prouver que me quitter était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Je l'ai découvert lorsque mon amie Linda Harper m'a appelé un vendredi après-midi. Linda et moi nous connaissions depuis près de 15 ans. Elle vivait à quelques quartiers de là, à Carmel, et nous avions l'habitude de nous retrouver dans un café local chaque fois que la vie devenait accablante. Ce matin-là, nous étions assises près de la fenêtre avec nos tasses de café entre nous. « Tu as l'air fatigué » a dit Linda. « Je suis fatiguée. »« Est-ce que tu dors ?» J'ai souri un peu. « Pas beaucoup. » Elle a tendu la main sur la table et a touché la mienne. « Rebecca, tu n'as pas à faire semblant d'aller bien. » C'était ça le problème. J'avais passé tellement d'années à être la personne qui gérait tout que je ne savais pas comment être la personne qui avait besoin d'aide. J'ai baissé les yeux sur mon café. Je n'arrête pas de penser à la facilité avec laquelle il est parti. Linda a secoué la tête. Les gens ne partent pas toujours parce qu'ils ont trouvé quelque chose de mieux. Parfois, ils partent parce qu'ils veulent se sentir comme une personne différente. Cette phrase m'est restée parce que c'était exactement ce que Daniel semblait faire. Il ne quittait pas seulement notre mariage. Il réécrivait l'histoire. Une semaine après son départ, j'ai appris par un voisin que Daniel avait raconté aux gens que j'étais devenu obsédé par le travail et qu'il se sentait peu apprécié. J'ai carrément ri en entendant ça. Non pas parce que ça ne faisait pas mal. Ça faisait mal, mais parce que la version de moi qu'il décrivait ressemblait à une étrangère. Je n'étais pas parfaite. Je le savais. Il y avait des moments où je travaillais trop. Des moments où je ramenais des problèmes professionnels à la maison. Des moments où j'étais tellement concentré sur le bon fonctionnement de tout que j'oubliais de ralentir. Mais je n'ai jamais cessé de me soucier de Daniel. Je n'ai jamais cessé d'être présente. Apparemment, c'était plus facile pour lui de l'oublier. Puis la lettre est arrivée. Elle est arrivée un lundi matin. J'étais assise dans mon bureau à examiner des rapports de clients quand j'ai vu l'enveloppe sur le comptoir. L'avocat de Daniel.
Mon estomac s'est noué. Je savais déjà que ça n'allait pas être une bonne nouvelle. Je l'ai ouverte soigneusement et j'ai commencé à lire. Daniel demandait un soutien financier. Il affirmait avoir fait des sacrifices importants pendant notre mariage et suggérait que ses opportunités de carrière avaient été limitées parce qu'il soutenait la croissance de mon entreprise. J'ai lu le paragraphe 2 fois, puis une 3e fois. Je n'arrivais pas à y croire. Daniel avait passé des années à dire aux gens à quel point il était fier de ma réussite. Il m'avait présenté lors d'événements en disant « Ma femme est la femme d'affaires la plus intelligente que je connaisse ». Maintenant, il racontait une histoire complètement différente. J'ai fermé le dossier et me suis adossé à ma chaise. Pour la première fois depuis son départ, je me suis senti en colère. Pas blessé. En colère parce qu'il y a une différence. La blessure vous fait vous remettre en question. La colère vous rappelle que quelque chose ne va pas. Cet après-midi-là, Megan est entrée dans mon bureau avec des documents. Elle travaillait avec moi depuis 6 ans et savait quand j'avais besoin d'honnêteté plus que de réconfort. Rebecca, j'ai trouvé quelque chose que tu devrais voir. Elle a placé une copie imprimée de plusieurs messages sur mon bureau. Qu'est-ce que c'est? Les messages de Daniel avec Emily. Je les regardais. Comment les as-tu obtenus? Tout ce que j'ai trouvé était lié à des comptes et des informations auxquelles tu avais déjà accès. Je ne fouille pas dans sa vie privée. Je regarde tout ce qui affecte ton entreprise et tes biens. J'ai hoché la tête. Puis j'ai commencé à lire. Au début, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Daniel disant à Emily que leur avenir serait simple, qu'ils recommenceraient à zéro, que Rebecca était devenue trop concentrée sur l'argent. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Emily a écrit « Je ne veux rien d'extraordinaire. Je veux juste une maison confortable où nous pourrons construire des souvenirs. » Daniel a répondu « Ne t'inquiète pas, nous aurons ça bientôt. » J'ai fixé l'écran. Bientôt. Ce seul mot me dérangeait. Qu'est-ce qu'il veut dire par bientôt? Megan a hésité. C'est ce que je me demandais. Elle a sorti un autre document. C'était un enregistrement de demande de renseignements immobiliers. Daniel avait contacté un agent immobilier. Pas pour acheter un endroit, pour discuter de son emménagement dans ma maison. Ma maison? Celle que j'avais achetée avant notre mariage? Celle où il avait vécu confortablement pendant 8 ans. J'ai ressenti un étrange mélange d'incrédulité et de tristesse parce que soudain, tout prenait sens. Il ne s'agissait pas seulement d'une nouvelle relation. Daniel ne s'éloignait pas de notre vie. Il essayait de me remplacer à l'intérieur de celle-ci. Ce soir-là, je me suis assis seul sur ma terrasse arrière. Le temps se réchauffait enfin dans l'Indiana, et je pouvais entendre des enfants jouer quelque part dans la rue. La vie normale continuait autour de moi, mais la mienne semblait bloquée. J'ai pensé à appeler Daniel. J'ai pensé à lui demander pourquoi. Pourquoi notre mariage ne valait-il pas la peine de se battre? Pourquoi une autre femme était-elle soudainement plus précieuse? Pourquoi essayait-il de me faire du mal après tout ce que nous avions traversé? Mon téléphone était dans ma main. Son nom était sur l'écran. Mais je n'ai pas appuyé sur appeler parce qu'au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. L'homme qui me manquait était l'homme que je croyais qu'il était, pas l'homme qu'il était devenu. Le lendemain matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelqu'un a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai vu Marilyn se tenir là. La mère de Daniel. Elle avait l'air épuisée. Elle tenait son sac à main fermement devant elle. « Rebecca » a-t-elle dit doucement. « Pouvons-nous parler ?» Je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à des reproches. Je m'attendais à ce qu'elle défende son fils. Mais au lieu de cela, elle s'est assise à ma table de cuisine et s'est mise à pleurer. Et la première chose qu'elle a dite était quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. Mon fils m'a menti. Je me suis assise en face d'elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Marilyn a essuyé ses larmes. Il m'a dit que tu le quittais. Il m'a dit que tu voulais une vie différente. J'ai ressenti un frisson parce que maintenant je comprenais que Daniel ne se contentait pas de créer un nouvel avenir. Il créait un nouveau passé. Une histoire où il était la victime. Une histoire où tout le monde était le problème. Marilyn m'a regardé et a chuchoté.
Rebecca, il y a autre chose que tu dois savoir. Je me suis penché en avant. Quoi? Elle a pris une profonde inspiration. Daniel pose des questions sur ta maison et tes finances depuis des mois. Pour la première fois, je ne me suis pas senti surprise. Je me suis senti préparé parce que l'homme qui pensait avoir tout planifié avait fait une erreur. Il avait sous-estimé la femme qui avait été attentive. Après que Marilyn ait quitté ma maison cet après-midi-là, je suis resté assise à la table de la cuisine pendant un long moment. Le café dans ma tasse avait refroidi. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Je n'arrêtais pas de penser à une chose qu'elle avait dite. Daniel pose des questions sur ta maison et tes finances depuis des mois. Des mois. Ce mot me dérangeait plus que toute autre chose parce que cela signifiait que ce n'était pas une décision soudaine prise par un homme confus qui était tombé amoureux de quelqu'un d'autre. C'était un plan. Je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert le classeur où je gardais les documents importants, les papiers d'hypothèque, les dossiers de l'entreprise, les informations d'assurance. Tout était organisé exactement comme je l'avais toujours gardé. Daniel avait l'habitude de plaisanter sur mes dossiers. Toi et ces étiquettes, disait-il. Tu pourrais probablement trouver un reçu d'il y a 10 ans en 5 secondes. Je riais, mais cette habitude était exactement la raison pour laquelle j'étais préparé. J'ai commencé à tout examiner. Non pas parce que je voulais me venger, non pas parce que je voulais le punir, mais parce que j'avais besoin de comprendre à quoi j'avais affaire. Pendant les jours suivants, j'ai vécu entre mon entreprise et mes papiers. Je me réveillais à 5h45 du matin, faisais du café, répondais aux courriels, m'occupais des clients, puis je passais mes soirées à trier des documents. C'était épuisant. Il y a eu des moments où j'ai voulu tout jeter par terre et oublier. Il y a eu des moments où je me suis demandé si me battre en valait le stress. Peut-être que je devrais juste donner à Daniel ce qu'il voulait. Peut-être que je devrais partir. Après tout, j'avais construit mon entreprise. Je pouvais reconstruire ma vie. Mais chaque fois que je pensais à céder, je me souvenais de quelque chose. Daniel ne partait pas simplement. Il essayait de me faire passer pour la personne qui avait tout détruit. Et ce n'était pas juste. Un vendredi après-midi, Megan est entrée dans mon bureau avec 2 dossiers. Je pense que tu devrais voir ça. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Quoi encore? Elle a posé les dossiers. Le premier concerne la maison. Le second concerne l'entreprise de Daniel. J'ai ouvert le premier dossier. À l'intérieur se trouvaient des courriels entre Daniel et un agent immobilier. Mes mains se sont crispées sur le papier. Il avait posé des questions sur le transfert de propriété, non pas l'achat, le transfert, comme si la maison était quelque chose sur laquelle il avait un contrôle égal. J'ai fermé les yeux un instant. 8 ans. 8 ans à partager une vie avec quelqu'un et d'une manière ou d'une autre, il s'était convaincu que tout lui appartenait. Puis j'ai ouvert le second dossier. Celui-là m'a surprise. Les registres de l'entreprise de Daniel montraient plusieurs problèmes financiers qu'il n'avait jamais mentionnés. Des paiements en retard, des factures impayées, des dépenses qu'il avait cachées. Je me suis adossé à ma chaise. Pourquoi ne me l'avait-il pas dit? Megan m'a jeté un regard prudent. Parce qu'il savait probablement que tu l'aiderais. Ça a fait mal parce qu'elle avait raison. Pendant des années, chaque fois que Daniel avait un problème, je devenais la solution. Je réglais les choses avant qu'elles ne deviennent des désastres. Je gérais les situations avant qu'elles ne deviennent des urgences. Et quelque part en chemin, Daniel a cessé de voir cela comme de l'amour. Il a commencé à le voir comme quelque chose qui lui était dû. Ce week-end-là, j'ai décidé de rencontrer mon avocate. Elle s'appelait Karen Mitchell, et son bureau était au centre-ville d'Indianapolis. Karen n'était pas du genre dramatique. Elle ne faisait pas de grandes promesses. Elle regardait simplement les documents, posait des questions et me disait la vérité. Après avoir tout examiné, elle a joint ses mains sur le bureau. Rebecca, le plus important est que tu restes calme. Je suis calme. Elle a souri légèrement. Tu es calme maintenant. Mais quand quelqu'un se sent trahi, il prend parfois des décisions émotionnelles. J'ai regardé par la fenêtre. Je ne veux pas le détruire. C'est bien. Je veux juste que la vérité compte. Karen a hoché la tête. C'est un objectif beaucoup plus sain.
Ces mots m'ont aidé parce que j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin de devenir cruel pour me protéger. J'avais juste besoin d'arrêter de protéger quelqu'un qui ne me protégeait pas. Quelques jours plus tard, Daniel a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Rebecca, sa voix semblait différente, moins confiante. Que veux-tu, Daniel? Je pense que nous devons parler. Nous avons parlé. Non, nous devons vraiment parler. Je suis restée silencieuse. Il a continué. J'ai l'impression que tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. J'ai failli rire. Voilà encore. D'une manière ou d'une autre, j'étais la personne difficile. Daniel, tu es parti. Je sais. Tu as commencé une relation avec une autre femme. Je sais. Tu as dit aux gens que j'étais la raison de l'échec de notre mariage. Il a fait une pause. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai regardé autour de mon bureau, les étagères remplies d'années de travail. Les récompenses des clients, l'entreprise que j'ai bâtie à partir de rien. Daniel, j'ai passé 8 ans à tes côtés. Le moment où tu as décidé que tu voulais quelqu'un d'autre, tu as aussi décidé que j'étais le problème. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit doucement. Ça ne l'est pas. Il y a eu un silence. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Émilie pense que nous devrions pouvoir utiliser la maison jusqu'à ce que nous réglions les choses. J'ai senti mon estomac se serrer. Pas parce que j'étais choqué. Parce que je l'entendais enfin le dire à voix haute. Utiliser la maison. Pas notre foyer. Pas l'endroit où nous avions créé des souvenirs. Une ressource. Quelque chose de pratique. Daniel, ai-je dit. Tu dois comprendre quelque chose. Quoi? La personne que tu as épousée est partie. Il est devenu silencieux. Je suis toujours la même personne. Non, ai-je répondu. La personne que tu as épousée aurait continué à régler tes problèmes. Je ne fais plus ça. Après avoir raccroché, je suis restée assise là pendant plusieurs minutes. Mes mains tremblaient. Non pas parce que je regrettais ce que j'avais dit, mais parce que le dire me donnait l'impression de fermer une porte que j'avais passé des années à essayer de garder ouverte. La semaine suivante, j'ai reçu une invitation de Daniel. Un dîner de famille. Il a dit qu'il voulait réunir tout le monde pour que nous puissions mettre les choses au clair. Je savais exactement ce que cela signifiait. Daniel voulait contrôler l'histoire. Il voulait expliquer sa version avant que quiconque n'entende la mienne. Pendant des années, j'ai évité les conflits. Je détestais les conversations inconfortables. Je détestais décevoir les gens. Mais cette fois, quelque chose en moi avait changé. J'ai accepté l'invitation. Non pas parce que je voulais une bagarre, mais parce que j'en avais assez de rester silencieuse pendant que quelqu'un d'autre écrivait mon histoire. Et j'avais le sentiment que ce dîner allait révéler plus que ce à quoi Daniel s'attendait. J'ai failli annuler. C'était la pure vérité. Le jour du dîner de famille de Daniel, je suis resté devant mon placard pendant près de 20 minutes à essayer de décider si je faisais le bon choix, non pas quoi porter, mais si je devais y aller tout court. Parce qu'une partie de moi était fatiguée. Fatiguée de me défendre. Fatiguée d'expliquer les choses. Fatiguée de sentir que ma douleur privée était devenue une conversation publique. J'aurais pu rester à la maison. J'aurais pu ignorer Daniel et laisser les gens croire l'histoire qu'il voulait raconter. Mais chaque fois que je pensais à le faire, je me souvenais de quelque chose que mon père disait. Le silence est paisible, mais parfois le silence permet à la mauvaise personne de parler pour vous. Alors, j'ai mis un simple chemisier bleu marine, un pantalon noir et le petit collier en or que ma mère m'avait donné il y a des années. Rien de tape à accent grave-l'œil. Rien qui disait que j'essayais de prouver quelque chose. Je n'allais pas là-bas pour rivaliser avec Émilie. J'y allais parce que je méritais d'être entendu. Le dîner a eu lieu dans un restaurant du centre-ville d'Indianapolis appelé le Meridian Room, un endroit que Daniel et moi avions visité plusieurs fois pendant des années plus heureuses. Cela a presque rendu les choses plus difficiles. La même entrée, la même lumière douce, les mêmes tables en bois, mais tout semblait différent. Quand je suis entré, j'ai vu Daniel assis avec Émilie, sa mère Marilyn, son frère Thomas et quelques amis proches de la famille. Daniel a eu l'air surpris en me voyant.
Je pouvais dire qu'il s'attendait à ce que j'arrive en colère. Peut-être qu'il s'attendait à des larmes. Au lieu de cela, j'ai souri poliment. Salut tout le monde. Marilyn s'est immédiatement levée et m'a serré dans ses bras. Cela signifiait plus qu'elle ne le réalisait probablement parce qu'après tout ce que Daniel avait fait, je craignais encore que les gens choisissent son camp. Émilie a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Rebecca, c'est agréable de se rencontrer enfin dans un cadre plus calme. Je l'ai regardée. Vraiment? Pendant une seconde, personne n'a parlé. Puis Daniel est rapidement intervenu. Ne commençons pas avec des tensions. Je me suis assise. C'est drôle comme les gens qui créent le chaos sont souvent les premiers à demander la paix. Le dîner a commencé normalement. Des banalités, le temps, le travail, des nouvelles de la famille. Pendant quelques minutes, je me suis presque convaincu que peut-être Daniel voulait vraiment une conversation mature. Puis il s'est levé. J'ai su au moment où il s'est levé, j'ai su. Daniel a levé son verre. Je sais que cette situation a été difficile pour tout le monde. Il y avait de la sympathie dans sa voix. Ça m'a dérangé, non pas parce qu'il était ému, mais parce qu'il ressemblait à quelqu'un qui donnait un discours sur une tragédie qu'il avait causée. Je pense que tout le monde sait que Rebecca et moi avons des difficultés depuis un certain temps, a-t-il poursuivi. Je l'ai regardé en silence. Non, tout le monde ne le savait pas parce qu'il n'avait jamais dit la vérité à personne. Il a parlé de se sentir perdu. Il a parlé de vouloir une vie plus simple. Il a parlé de trouver quelqu'un qui l'acceptait sans attente. Puis il a posé sa main sur l'épaule d'Émilie. Émilie m'a montré que l'amour n'a pas besoin d'être compliqué. Quelques personnes ont hoché la tête et j'ai compris exactement ce qu'ils faisaient. Ils ne partageaient pas, ils jouaient un rôle. Il créait une version des événements où il était un homme qui avait enfin trouvé le bonheur après des années de malheur. Puis il a prononcé la phrase que je savais venir. Elle ne se soucie pas de l'argent. Elle se soucie juste de moi. La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé Émilie. Elle avait l'air mal à l'aise. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils le disent comme ça. Peut-être qu'elle a réalisé à quel point c'était insultant. Daniel a continué, je pense que parfois les gens oublient ce qui compte vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai posé ma fourchette lentement, calmement. Puis-je dire quelque chose? Daniel a semblé nerveux. Rebecca, peut-être que ce soir n'est pas le moment. Non, ai-je interrompu doucement. Je pense que ce soir est exactement le moment. Tout le monde m'a regardé. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'en ai sorti un dossier. Pas une énorme pile de papier. Pas une pile dramatique de preuves, juste un dossier. Parce que la vérité n'a pas besoin de décoration. Daniel, ai-je dit, tu as raison sur une chose. L'amour n'est pas une question d'argent. Il s'est légèrement détendu. Puis j'ai continué, mais l'honnêteté compte. Son expression a changé. J'ai ouvert le dossier. La maison dont nous discutons a été achetée avant notre mariage. Silence. J'ai payé l'hypothèque pendant des années avant que nous soyons mariés, et j'ai continué à gérer la majorité des dépenses du ménage par la suite. Daniel s'est agité sur son siège. Ce n'est pas toute l'histoire. Je l'ai regardé. Tu as raison. Ça ne l'est pas. J'ai sorti un autre document. Toute l'histoire inclut des messages où tu as discuté d'emménager Émilie dans ma maison avant même que notre divorce ne soit finalisé. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Émilie s'est tournée vers Daniel. Quoi? Le visage de Daniel a changé. Émilie, ce n'est pas ce que ça a l'air. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Parce que je connaissais cette phrase. C'était la phrase que les gens utilisent quand la vérité est déjà devenue évidente. Marilyn a regardé son fils. Daniel. Il a évité son regard. Puis Megan, qui nous avait rejoint brièvement avant la fin du dîner, s'est approchée et m'a tendu son téléphone. Je pense qu'il devrait voir ça aussi. J'ai montré l'écran. C'était un message d'Émilie à une amie. Elle avait écrit qu'elle voulait un style de vie confortable et qu'elle espérait que Daniel lui fournirait enfin le genre de maison qu'elle méritait. La table est devenue silencieuse. Le visage d'Émilie est devenu rouge. C'est privé. Je l'ai regardé.
Je suis d'accord. Les conversations privées devraient rester privées. J'ai fait une pause. Mais les mariages privés aussi. Personne n'a ri. Personne n'en avait besoin. La vérité avait déjà fait son effet. Daniel m'a regardé avec colère. Tu as planifié ça. J'ai secoué la tête. Non, Daniel, c'est toi qui as tout planifié. C'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la confiance, pas de l'arrogance, de la peur. Parce que pour la première fois, Daniel a réalisé qu'il ne pouvait plus contrôler l'histoire. Marilyn s'est lentement levée. Elle avait le cœur brisé. Non pas à cause de moi, mais à cause de son fils. Tu avais quelqu'un qui t'aimait, a-t-elle dit doucement. Et tu t'es convaincu qu'elle était l'ennemi. Daniel n'a pas répondu. Le dîner s'est terminé peu de temps après. Pas de cris dramatiques, pas de scène, juste des gens qui partaient tranquillement avec une compréhension différente de ce qui s'était passé. Devant le restaurant, je suis resté près de ma voiture un moment. L'air d'Indianapolis était frais, et les lumières de la ville se reflétaient sur la rue. Je m'attendais à me sentir victorieuse, mais ce ne fut pas le cas. Je me sentais fatigué, soulagé et triste, car exposer la vérité n'efface pas les années que vous avez passées à aimer quelqu'un. Cela vous aide seulement à cesser de porter un mensonge. En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était Megan. Ça va? J'ai regardé la route devant moi. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais calme. Oui, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Parce que Daniel avait passé des mois à essayer de convaincre tout le monde que je perdais quelque chose. Mais il avait tort. Je ne perdais pas ma vie. Je la reprenais enfin. Le matin après le dîner, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Non pas parce que j'étais inquiète, non pas parce que j'attendais un autre problème. Je me suis simplement réveillé. Cela peut sembler une petite chose, mais après des semaines de stress, d'incertitude et à me demander constamment ce que Daniel allait faire ensuite, me réveiller paisiblement me semblait être quelque chose que j'avais oublié comment faire. Je suis allé dans la cuisine, j'ai fait mon café et je suis resté près de la fenêtre à regarder le jardin. Le même jardin où Daniel et moi avions passé des soirées d'été à griller des hamburgers, à planter des fleurs et à parler de l'avenir. Pendant longtemps, j'ai pensé que ces souvenirs étaient gâchés. Mais ce matin-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les souvenirs étaient aussi les miens. Daniel ne pouvait pas me les enlever juste parce qu'il avait choisi de partir. Au cours des semaines suivantes, tout a lentement changé. Pas du jour au lendemain. Pas comme dans ces scènes de films où quelqu'un sort d'une relation brisée et a soudainement une nouvelle vie parfaite. La vraie guérison est plus silencieuse que ça. Il y avait encore des matins difficiles. Il y avait encore des moments où je prenais mon téléphone parce que je voulais dire à Daniel quelque chose qui s'était passé dans ma journée. Puis je me souvenais, et je devais m'enseigner une nouvelle habitude. Je devais arrêter de partager ma vie avec quelqu'un qui avait déjà décidé qu'il ne voulait plus en faire partie. La situation de Daniel a changé rapidement après le dîner. La confiance qu'il avait affichée pendant des mois a disparu. Les gens qui croyaient autrefois à sa version des faits ont commencé à poser des questions. Sa relation avec Emily est devenue compliquée. Apparemment, une relation construite sur un fantasme devient beaucoup plus difficile lorsque la réalité se présente. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par Marilyn qu'Emily avait quitté l'appartement de Daniel. Je n'ai pas célébré. Je ne me suis pas sentie heureuse à ce sujet parce qu'à ce moment-là, je comprenais quelque chose. Quand quelqu'un fait des choix qui blessent les autres, il doit finalement faire face à ses choix lui-même. C'était la responsabilité de Daniel, pas la mienne. Ma responsabilité était de reconstruire ma propre vie. Un samedi matin, j'ai décidé de repeindre mon bureau à domicile. C'était quelque chose dont j'avais parlé pendant des années, mais que je n'avais jamais pris le temps de faire. Les murs avaient toujours été d'un beige doux parce que Daniel aimait les couleurs neutres. Tu ne veux rien de trop audacieux, disait-il. Alors, j'ai choisi le beige. J'ai choisi l'option sûre. Mais en me tenant là avec des échantillons de peinture à la main, j'ai ri parce que j'ai réalisé combien de petites décisions j'avais prises en fonction du confort de quelqu'un d'autre. J'ai choisi un bleu profond, quelque chose que j'aimais, quelque chose qui me ressemblait. Ce week-end-là, j'ai déplacé des meubles, organisé mes étagères et créé un espace qui m'appartenait entièrement.
Ce n'était pas une transformation énorme, mais c'était important. Ma vie ne consistait plus à prouver quoi que ce soit à Daniel. Il s'agissait de me souvenir de qui j'étais avant de devenir responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. J'ai aussi continué à aider Marilyn. Cela a surpris certaines personnes. Même Linda m'a posé la question un après-midi alors que nous déjeunions. Tu l'aides encore après tout ce que Daniel a fait? J'ai souri. Marilyn ne m'a pas trahi. Linda a hoché la tête lentement. Je suppose que ça en dit long sur toi. J'y ai pensé parce que la chose la plus facile aurait été de devenir amère. De décider que tout ce qui était lié à Daniel était l'ennemi. Mais ce n'était pas ce que je voulais devenir. Je voulais la justice, pas la cruauté. Il y a une différence. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Daniel dans une épicerie. C'était un dimanche après-midi dans un crochet près de mon quartier. J'étais dans le rayon des fruits et légumes en train de choisir des pommes quand j'ai entendu mon nom, Rebecca. Je me suis retourné. Il était là. Pendant un moment, aucun de nous n'a rien dit. Il avait l'air différent. Pas physiquement, juste plus silencieux. La confiance avait disparu. « Comment vas-tu » a-t-il demandé. « Je vais bien. » Il a hoché la tête. « J'ai entendu dire que ton entreprise se portait bien. » C'est le cas. « C'est bien. » Un silence étrange a suivi. Puis il a dit, « Je sais que les choses ne se sont pas passées comme nous l'attendions. » Je l'ai regardé. Non, en effet. Il a baissé les yeux. J'ai fait des erreurs. C'était probablement la chose la plus proche d'une excuse que je recevrais jamais. Et étrangement, je n'en avais pas besoin de plus parce que j'avais passé des mois à attendre que Daniel admette ce qu'il avait fait. Mais finalement, j'ai appris que ma paix ne pouvait pas dépendre de sa compréhension. J'espère que tu trouveras le bonheur, Daniel, ai-je dit. Il a eu l'air surpris. Tu le penses vraiment? Oui. J'ai fait une pause. Mais le bonheur vient du fait d'être honnête avec soi-même. Il a hoché la tête. Puis nous avons pris des chemins séparés. Et c'était tout. Pas de fin dramatique, pas de mots finaux parfaits, juste deux personnes marchant dans des directions différentes. Un an après le départ de Daniel, je me suis assise sur mon porche un dimanche matin avec mon café. Le quartier était calme. Quelques oiseaux étaient dans les arbres. Quelqu'un dans la rue tondait sa pelouse. C'était un moment ordinaire. Mais les moments ordinaires sont souvent ceux qui nous manquent le plus lorsque la vie devient compliquée. J'ai pensé à la femme que j'étais quand Daniel est parti. Une femme qui était blessée. Une femme qui se demandait si elle avait été trop concentrée sur le travail, trop indépendante, trop. Et j'aurais aimé pouvoir revenir en arrière et lui dire quelque chose. Tu n'es pas trop pour la bonne personne. Tu ne devrais jamais avoir à te faire plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Daniel pensait avoir trouvé une vie meilleure parce que quelqu'un de nouveau le faisait se sentir spécial. Mais ce qu'il a vraiment perdu, c'est quelqu'un qui avait passé des années à ses côtés. Et ce que j'ai trouvé était quelque chose d'encore plus précieux. Je me suis retrouvé. Si cette histoire vous rappelle que votre valeur n'est pas déterminée par qui reste ou qui part, j'espère que vous partagerez vos pensées. Parfois, les fins les plus difficiles sont celles qui ouvrent la porte à un début plus fort.